que vous nous fassiez part d'abord de cette expérience, et puisqu'on parle de formation professionnelle, combien pour vous, Pierre-Alain, c'est un enjeu totalement stratégique pour la compétitivité. C'est votre maître mot, compétitivité, vous parlez souvent de ça. Absolument, absolument. Mais le temps nous est compté, donc je ne peux pas non plus trop puisque vous direz, cher Président, allez-y et coupez. Alors, effectivement, je suis un homme de ressources humaines, et effectivement, j'ai développé dans le cadre de mes activités, les activités des services, le domaine de l'emploi. Le domaine de l'emploi. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, donc, recruter, former, comment nourrir nos ressources humaines, pour en faire un levier de la performance économique et un moteur du dialogue social, je voudrais commencer par citer, parce que je crois que ces propos s'appliquent parfaitement à nos économies insulaires, de faire nier en préambule les propos qui appartiennent au président du Sénat, M. Gérard Larcher, dans l'introduction de son rapport sur la formation professionnelle. Et je le cite, sur son rapport, c'était pour l'emploi et la compétitivité. Vous m'entendez? Notre économie vit des mutations extrêmement rapides. Les changements techniques, technologiques, organisationnels sont continus, qui nécessitent des adaptations constantes selon des cycles de plus en plus courts. Tout le monde en est convaincu. Face au pays à bas coût de main-d'œuvre, notre compétitivité ne se joue pas essentiellement sur le prix, mais aussi sur la qualité de nos produits et services. Notre capacité à innover est donc, au bout du compte, sur la compétence et la qualification des femmes et des hommes dans chacune de nos entreprises. Développer la compétence de tous, donner la possibilité à chacun d'accéder à une qualification certifiée, voilà l'un des défis majeurs que nous devons relever. Le métier de taux de chômage élevé n'est pas inéluctable. Il le devient si l'on ne met pas en place les moyens pour les demandeurs d'emploi d'acquérir ou d'actualiser leurs compétences et leurs qualifications permettant de postuler aux emplois disponibles. La formation permet d'augmenter les compétences et de maintenir l'employabilité de ceux qui ont un emploi ou qui en recherchent. Elle donne une seconde chance à ceux qui sont sortis de l'école sans qualification ou certification reconnue. Ce n'est pas la formation qui crée l'emploi, mais sans formation aujourd'hui, il est clair qu'il est très difficile d'accéder à l'emploi. Donc cette propos s'applique parfaitement à nos économies insulaires. Toutefois, nous devons les replacer dans un contexte bien spécifique, à la lumière des chiffres qui viennent de nous être donnés par le directeur de l'IEDOM, donc et permettant de mieux appréhender nos caractéristiques et à mieux comprendre en quoi les problématiques nationales sont exacerbées en Outre-mer. Il y a un chiffre tout de même qui n'a pas été communiqué, celui du chômage. Je crois que depuis ce matin, on n'en a pas parlé, mais nous avons un taux de chômage très élevé. Aujourd'hui, il a un peu diminué en Martinique, il est passé dessous de la barre des 20%. Nous devons avoir un taux de chômage qui est autour de 19,5%, mais qui croît à 50% chez les jeunes de moins de 25 ans. Il est un peu plus élevé donc dans les autres départements, entre 22, 23, voire 25%. Il est à noter que ce taux de chômage a sensiblement baissé, mais reste relativement élevé par rapport aux moyennes nationales. Malgré ce taux de chômage élevé, les entreprises martiniquaises connaissent d'importantes difficultés à recruter, difficultés autant quantitatives, nombre de candidats, que qualitatives, profil des candidats. Le paradoxe, cette tension du marché du travail cristallise en réalité les problématiques profondes de la Martinique et sans doute d'autres normes portées par les institutionnels, mais subies par les entreprises contraintes d'être réactives et de trouver des solutions pour développer leur activité d'une part et garder l'équilibre du dialogue social d'autre part. On peut citer quelques-unes de ces problématiques. L'illettrisme, il est 2 fois plus important qu'en métropole et 4 fois plus important chez les jeunes. Le niveau de qualification globale doit être encore amélioré par endroits. Il en est de même pour l'orientation des jeunes, les actifs, qui doivent être plus ciblés sur les besoins. L'offre de formation poursuite d'études n'est pas suffisamment riche, ne s'avère pas toujours adaptée aux besoins des entreprises. Les efforts de l'agence Outre-mer pour la mobilité, la DOM, sont intéressants, mais peut-être trop récents pour être visibles sur le terrain. Les entreprises recherchent la polyvalence et ont des besoins spécifiques, combinant parfois différentes fonctions pour le même poste, s'éloignant des profils standards. L'anticipation des besoins s'avère être difficile au regard de la conjoncture économique, donnant peu de visibilité.
Qui dit anticipation des besoins, dit gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce qu'on appelle familièrement la GPEC. Le tissu économique étant composé essentiellement de TPE, il leur est difficile de mobiliser à elle seule donc les moyens nécessaires au déploiement d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour la GPEC, il faut donc, elle permet donc à un niveau collectif l'adéquation de l'emploi et des compétences dans la mise en place du projet d'entreprise, à un niveau individuel, de rendre le salarié acteur en élaborant et mettant en œuvre son projet d'évolution professionnelle. Cette GPEC des entreprises doit aller de pair avec une GPEC territoriale. L'enjeu de la GPEC se joue à un triple niveau, celui des entreprises, celui des territoires et celui des salariés et des populations. L'entreprise y gagne une meilleure connaissance des ressources territoriales et de leur évolution. Le territoire renforce sa capacité d'anticipation des mutations économiques. Les individus en retirent des outils de sécurisation de leur parcours. La GPECT, donc territoriale, va interroger un secteur économique et social donné pour apporter des pistes de solutions à travers sa stratégie de formation. Comme nous le disions en préambule, la formation professionnelle reste un moyen de pallier l'écart entre les besoins en compétences et le niveau réel des actifs salariés et des emplois agricole. Le plan de formation, la professionnalisation, l'apprentissage, la validation des acquis de l'expérience, l'ex-DIF, le compte personnel de formation, la GPEC donc sont autant de dispositifs certes conçus pour qualifier les actifs, développer leurs compétences, leur permettre d'accompagner le développement de l'entreprise. En somme, converger vers l'employabilité des actifs. Pourtant, force est de reconnaître que nos entreprises connaissent mal ces dispositifs, lesquels sont sous-utilisés par les salariés, pourtant rendus acteurs par le parcours professionnel, par les dernières réformes. Encore beaucoup trop d'entreprises martiniquaises n'intègrent pas suffisamment aujourd'hui la formation professionnelle à leur stratégie de développement. Pourtant, dans un contexte insulaire où les entreprises doivent réagir vite et s'adapter en permanence, la formation professionnelle est un levier de pérennité et de performance économique. En Martinique, les services publics de l'emploi, de l'orientation, de la formation se structurent actuellement pour essentiellement mieux servir l'enjeu d'accompagner et de qualifier les publics les plus éloignés de l'emploi, avec notamment la mise en route du CREFOR Martinique, comité régional pour la formation et l'emploi. Il appartient donc aux entreprises d'utiliser au mieux la formation professionnelle pour améliorer la performance économique. Pour favoriser cette démarche et résoudre les problématiques logistiques, absence des salariés et financières d'ailleurs, il pourrait être d'ailleurs intéressant d'amener la pédagogie au cœur de l'entreprise, de corréler la formation, le poste et l'entreprise en favorisant les formations en situation de travail, de promouvoir et construire la formation interne à l'entreprise, de stimuler et valoriser la fonction tutorale de manière à accueillir plus facilement les alternants et de favoriser bien sûr ainsi l'apprentissage et la professionnalisation. L'apprentissage, vous savez bien que c'est un moyen d'insertion formidable, de mieux sectoriser l'offre de formation en élargissant la zone Antilles-Guyane pour bénéficier de volume d'activité ainsi garantir une rentabilité minimum des organismes de formation, d'utiliser le compte personnel de formation comme un moyen de co-investissement employeurs et salariés dans les projets de formation. Il nous reste donc un immense travail d'évangélisation de nos pairs, de conviction envers les actifs et sans doute de simplification des dispositifs. La carte des possibles nous tend les bras, à chacun d'entre nous de saisir et de s'en emparer, facteur de compétitivité et d'expansion de nos énergies riches. Après avoir partagé avec vous quelques-unes de mes réflexions de dirigeants d'entreprise, je voudrais en conclusion préciser que si nous visons la performance économique, nous œuvrons aussi et surtout dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, en somme, notre contribution aux enjeux du développement durable. Enrichir notre travail humain est essentiel, autant pour la performance économique que pour le développement de nos territoires ultramarins et de nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention. En Guyane, par le directeur général de la Société Guyanaise des Eaux, qui s'appelle M. Benoît Biret, et qui a fait le constat que la pyramide des âges de l'entreprise allait conduire à des besoins de recrutement dans les années à venir, et tout en faisant le constat que même si le programme de formation qui sont offertes est assez vaste, il y a quand même des formations un petit peu pointues liées à nos métiers, sur lesquelles on n'a pas forcément sur place les formations. Et donc, en septembre 2015, il a lancé une première opération, qui est une opération un petit peu pilote,
pour former en métropole, en alternance, des jeunes Guyanais. Donc c'est le jeune Maxon Radelius, il va vous parler lui-même de son expérience puisqu'on a un petit film à vous projeter, mais qui a été sélectionné pour une formation en alternance comme technicien de maintenance sur la station d'épuration de Carpentras, en vue de l'obtention d'un BTS électrotechnique. Alors j'ai trouvé que cette expérience a été particulièrement intéressante parce qu'au-delà des principes et de la volonté, on s'est trouvé confronté, et il s'est trouvé confronté à toutes les difficultés pratiques qu'il peut y avoir pour quitter sa terre natale. C'était la première fois qu'il quittait la Guyane. Alors on a été appuyé assez largement par la collectivité territoriale de la Guyane, on a été appuyé par l'ADOM, et on a été appuyé surtout par les équipes locales de Suez à Carpentras, parce que quand un jeune arrive, il ne connaît personne, il faut qu'il trouve un logement, il faut qu'il obtienne des cautions, il faut qu'il trouve des solutions à tout un tas de problèmes pratiques. La première nuit qu'il a passée, il a été hébergé chez un collaborateur du groupe, et vraiment tout le monde est absolument ravi du résultat, et je pense que sur la base de cette expérience, nous allons essayer d'industrialiser la démarche à toutes les étapes, que ce soit au niveau du timing, au niveau de l'organisation, au niveau de la sélection des candidats, parce que je pense que c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour la collectivité, c'est gagnant pour le collaborateur. Et mon souhait le plus cher, c'est évidemment d'avoir un réservoir de candidats à recruter pour l'avenir, avec différents cas de figure potentiels. Le premier, c'est qu'à l'issue de cette formation en alternance, et on recrute directement ses collaborateurs. Un autre modèle qui peut avoir un réel intérêt, c'est celui de recruter ces gens-là en métropole, de façon à ce qu'ils se forment pendant plusieurs années avec les standards de l'entreprise, et qu'au bout de ces quelques années, ils reviennent sur le territoire avec un savoir-faire, un réseau, des connaissances. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Maxon, si le film vous vient de là. Donner l'opportunité à de jeunes Guyanais, travailleurs, sérieux et motivés de venir se former en alternance en métropole. Maxon élève au lycée Jean-Marie Michotte de Cayenne et sélectionné. Il saisit l'opportunité qui lui est offerte par la Société guyanaise des eaux de poursuivre sa formation en métropole et d'acquérir une expérience en entreprise dans le groupe Suez. Il quitte donc pour la première fois en septembre la Guyane et sa famille. Il est accueilli en Provence, où les équipes locales de Suez à Carpentras l'accompagnent dans ses premiers pas en métropole. Mon arrivée s'est très bien passée. C'est la première fois que je viens en métropole. Donc du coup, j'ai été accueilli par Madame Bouvet et Madame Nougier, qui m'ont aidé à faire les démarches pour obtenir l'appartement, m'inscrire à l'école, puis m'intégrer à l'entreprise. Je travaille à la station d'épuration de Carpentras et j'étudie aussi au pôle formation d'Avignon, où j'effectue un BTS en alternance sur 2 ans, qui n'était pas disponible au lycée Jean-Marie Michotte en Guyane. C'est une fierté pour moi d'avoir obtenu l'opportunité d'apprendre un nouveau métier et de préparer un diplôme par le biais de Suez et la SGDE. C'est aussi une très bonne opportunité qui s'ouvre à moi parce que ça me permet d'acquérir de nouvelles expériences et de découvrir un nouveau monde de travail, un nouvel environnement. Mon rôle de tuteur est d'accompagner Maxon sur la station d'épuration de Carpentras afin de développer ses compétences tout en veillant à sa sécurité. On a recruté Maxon par vidéoconférence, on a retenu sa candidature puisque c'était la personne la plus motivée et ça se confirme aujourd'hui sur le terrain. C'est un bon apprenti, il est curieux, il est motivé, il a beaucoup de questions. Dans l'équipe, il est bien intégré, il est jovial, il est cool. Ce qui est actuel, 80% des collectivités, des donneurs d'ordre publics en tout cas, sont en situation, sur des entreprises dans une situation de cessation de paiement, en situation d'être incapacité d'investir. Et on arrive à des difficultés parce qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas tous ces points-là, ne permet pas de révéler le potentiel. On a vu tout à l'heure
probablement au moins 40 à 50 milliards d'or dans le sous-sol, du pétrole ou pas de pétrole, c'est beaucoup plus incertain, une forêt dont la valeur de bois d'œuvre sur pied est de plusieurs centaines de milliards en réalité, donc dont on pourrait tirer une rente significative, c'est compliqué, mais une biodiversité qu'on ne connaît pas encore. En Guyane, on ne connaît qu'un tiers de la biodiversité, ce qui fait que les chiffres sont des fois très variables, et que c'est certainement un capital véritablement important dont on ne tire aucune rente aujourd'hui. Et puis il y a un autre potentiel dont on parle en Guyane, c'est la jeunesse. Et c'est sur ce point-là que je voudrais insister. C'est un potentiel, d'un point de vue du financement, c'est juste une catastrophe. C'est politiquement incorrect de dire ça, mais je maintiens sous l'angle du financement. Et qu'à chaque fois que vous avez plus de jeunes, vous avez une problématique, c'est que ça implique de construire des établissements, de construire plus de logements, à l'ensemble de la collectivité, d'investir. Et que ça, c'est extrêmement coûteux et qu'on a une vraie problématique guyanaise là-dessus. Sachant que pour créer de la richesse, on va compter sur les entreprises. Et que la problématique, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais juste des ratios. On a trois fois plus de personnes à l'école que de salariés dans nos entreprises. Et on a autant, maintenant, on est au croisement du chiffre, on a autant de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi que de salariés dans les entreprises. Comment on fait? Expliquez-moi comment on fait. Alors, on ne pourra pas s'en sortir, on n'a pas la capacité, on a un problème de cap. Alors, pas la caisse d'allocation familiale, ça marche très bien. Mais la capacité d'autofinancement, la capacité qu'elle soit finalement de l'entreprise, de créer de la valeur, soit pour réinvestir en tant qu'entreprise, soit pour pouvoir fonctionner pour les besoins de la collectivité. Donc on n'a pas la ressource interne pour pouvoir faire ça, parce qu'un taux de croissance de population qui depuis 60 ans, est de environ 4% par an, ou pas loin, on n'arrive pas à avoir une capacité d'autofinancement suffisante pour alimenter le nombre de collèges. On a 30 000 salariés dans les entreprises. On a 30 collèges ou lycées à construire dans les 10 ans. Vous prenez chaque fois, vous prenez 1000 personnes, ils doivent financer tout le reste, plus un collège ou un lycée sur 10 ans. C'est juste carrément pas possible. La seule solution, c'est comme en entreprise, c'est un apport de recapitalisation quelque part, et c'est là que les transferts d'État doivent être plus importants, mais pour les orienter sur de l'investissement. Parce que aujourd'hui, on est dans une spirale descendante en Guyane. En 93, on avait 62% du PIB national, on est passé à 50%, donc aux Antilles, c'était le mouvement inverse, de 50 passé à 75%. Donc on descend, on est dans une spirale, dans l'incapacité de financer notre accroissement des populations, fait qu'on descend de plus en plus. Aujourd'hui, on est 50% d'un citoyen français, avec un PIB de la moitié de tout autre citoyen de la métropole. Donc on a une vraie difficulté, avec en plus des jeunes dont 56,4% sortent sans aucun diplôme. Donc on a un capital humain qu'on vient de former, dont on a déjà parlé. Donc là, aujourd'hui, la seule solution, c'est effectivement des transferts, mais pour aller sur l'investissement. Investissement humain, investissement d'infrastructure. Et c'est vrai que le président Hollande nous avait promis, le 13 décembre 2013, on s'en souvient tous en tant que Guyanais, un pacte d'avenir pour rattraper ou même développer la Guyane, dont on a besoin pour mettre des infrastructures en place. Alors, ça devait être mis en place en 2014. Pas très fort en chiffres en tant qu'expert comptable, mais je crois qu'on est en 2016 maintenant, et on attend toujours. Et surtout, le problème, c'est qu'on attendait quelque chose aux alentours de 4 milliards, et qu'on va certainement, on nous annonce des chiffres bien inférieurs à 2 milliards maintenant. À 2 milliards, on sera même pas en rattrapage, on sera sur une Guyane qui continue à mourir. Le plan d'investissement sur 10 ans ne permettra pas de construire les collèges ou les lycées, où il faut arrêter de dire qu'on met les enfants jusqu'à 16 ans à l'école, c'est impossible. Mais on a une problématique de construction, c'est certain. Si on a 3 milliards sur ce pacte d'avenir, on aura effectivement un rattrapage. Si on a 4 milliards, on pourra enfin décoller et faire en sorte que nos potentiels puissent être mis en place. Là aujourd'hui, véritablement en matière de financement pour l'économie guyanaise au sens large, c'est juste de savoir si on continue à privilégier finalement des dépenses de fonctionnement, ce puissant fond de l'achat de la paix sociale, appelons les choses par leur nom, à savoir par le RSA, ce genre de choses, ou voire même pour partie d'autres choses, dont finalement la commande publique en fait partie aussi, ou est-ce qu'on veut au contraire en une posture non pas de financement de l'avenir, mais d'investissement pour aller exploiter tous nos potentiels qui, je pense, demain seront la fierté de la République française et probablement de l'Europe. Donc simplement, le seul choix qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de savoir si on va être en mode dépense ou en mode investissement. Voilà, je vous remercie. La séquence sur le financement des entreprises actuelles traite du rôle du système bancaire, des charges, de la fiscalité et des aides.
J'interviendrai en faisant un focus sur un point de fiscalité, le crédit d'impôt outre-mer, qui a été évoqué par M. Alain Rousseau, de la DGOM, puis sur les difficultés rencontrées par les PME en matière de financement, et j'évoquerai les solutions ou préconisations permettant de réduire, voire de résoudre ces obstacles. Le premier point concerne le préfinancement du crédit d'impôt d'investissement outre-mer. Le DGOM l'a rappelé, l'article 244 du Code général des impôts a instauré ce crédit d'impôt qui est avantageux en termes de taux, puisque nous avons des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu un taux de 38,25. Ce taux est emporté en Guyane, notamment pour compenser les handicaps, à 45,90. Il est pour les sociétés soumises à l'IS de 35%. Il est donc en termes de taux fort intéressant si on le compare au taux de la défiscalisation traditionnelle dit Girardin, puisque nous avions 30% environ d'apport investisseurs à rapprocher les 30,25 et 36% en Guyane rapprocher les 45,90. Le problème, c'est que le succès éventuel du crédit d'impôt est lié à la mise en place d'un préfinancement. En effet, en cas de demande de remboursement de ce crédit d'impôt, l'administration ne remboursera qu'au terme de 4 mois après la production des liasses fiscales, ce qui équivaut peu ou prou à un délai compris entre 8 et 20 mois après la mise en service du bien. Vous comprendrez que très concrètement, cela signifie que l'exploitant devra être en capacité de préfinancer l'avantage fiscal pour payer ses fournisseurs. Puisqu'en matière de défiscalisation Girardin, les 30% d'apport investisseur étaient payés aux fournisseurs au moment de la livraison du bien. Donc il est impératif pour assurer le succès de ce dispositif, qui, je le rappelle, est intéressant en termes de taux, d'en assurer le préfinancement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coince? Si on en croit les banques, et y compris la BPI, 3 freins. Un frein lié au risque de défaillance de l'entreprise, de l'exploitant, s'il venait à déposer le bilan pour être liquidé avant la production de ses liasses fiscales. Un deuxième frein qui serait lié à un risque d'éligibilité, puisque pour les entreprises qui font des investissements significatifs, il y a l'agrément dont on a parlé déjà, un agrément qui met beaucoup de temps à sortir de Bercy, mais qui sécurise en termes d'éligibilité. Ce ne sera pas le cas pour les défiscalisations de plein droit, qui elles représentent, je le rappelle, l'essentiel des investissements outre-mer. Le troisième risque qui est pointé par les organismes de crédit, c'est le risque administratif, puisqu'à côté des obligations traditionnelles en matière de défiscalisation Girardin, production d'attestation de régularité fiscale et sociale, dépôt des comptes au greffe, ce que souvent nous oublions, pour le crédit d'impôt, on a rajouté des imprimés et des déclarations à faire avant la mise en service du bien. Donc, pour les TPE, c'est une contrainte administrative qui fait peser un risque d'éligibilité et de recouvrement de ce crédit d'impôt. Donc, nous préconisons, et cette piste semble être à l'étude, nous préconisons que soit mise en place avec la BPI ou avec tout autre organisme financier qui le souhaiterait, un préfinancement similaire à celui du CICE, avec là une petite différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui avec le crédit d'impôt, un fait générateur qui serait non pas la mise en service, parce que ça intervient beaucoup trop tard, mais qui serait un versement d'au moins 50% de la commande. Puis un deuxième élément pour sécuriser le crédit d'impôt serait la possibilité pour les petites entreprises de faire une demande d'agrément simplifié. Et là encore, il faudrait que ce soit déconcentré et que ce soit les services des impôts locaux qui répondent, à défaut d'un agrément, un rescrit qui pourrait sécuriser les établissements de crédit qui voudraient bien intervenir sur le préfinancement du CICE. S'agissant des difficultés rencontrées par les entreprises sur le financement, je voudrais en préambule rappeler qu'il n'y a pas de bon dossier qui ne trouve de financement bancaire. Mais qu'est-ce que mon dossier? Et c'est là que la difficulté se pose, et je pense que mon voisin de droite qui représente la VRED répondra sans trop de difficulté à cette interrogation. Parce que la concurrence, elle est malgré tout très forte entre les établissements de crédit à la Martinique et en Guadeloupe, et y compris à la Guyane. Et donc, le porteur de projet doit s'interroger s'il y a un refus de l'ensemble des banques. Ça veut vraiment dire qu'il y a un problème ou sur le projet ou sur son dossier.
Quelles sont les principales causes de refus des dossiers? Alors je distinguerai les causes de refus qui sont liées au secteur d'activité, des causes qui sont liées au projet lui-même ou à l'entreprise. Les causes liées au secteur. Il y a un point important qu'il faut avoir en tête, un chiffre important qu'il faut retenir, c'est le taux de sinistralité. Nous avons, et je vous donnerai le chiffre de la Martinique, au 30 septembre 2015, un taux de sinistralité qui était de 6,5% à fin septembre, je rappelle, soit plus de double de la moyenne nationale, qui s'établit à 3,1%. Donc, il faut noter que certains secteurs, le BTP, et on verra tout à l'heure pourquoi ce BTP est en difficulté, le BTP, le tourisme et la restauration, ont des taux de sinistralité qui sont 3 fois supérieurs au taux que nous avons indiqué de 6,5 pour la Martinique. Donc ces taux de sinistralité qui sont très élevés conduisent les banques à être particulièrement exigeantes en matière d'autofinancement et en matière de garantie. Je ferai un petit clin d'œil à la BPI pour dire que le problème de la garantie n'en est pas vraiment un, puisque sur ce point-là, au moins, la BPI fonctionne pas mal. Je reviendrai dans la seconde partie de mon propos sur les mesures structurelles à mettre en œuvre pour assurer le financement du secteur de nos territoires. Les autres causes de refus, je les passe en revue rapidement. Absence d'éléments financiers récents et fiables, une documentation insuffisante. On voit souvent des business plans qui sont incomplets, incohérents ou irréalistes. L'absence d'études de marché qui ne permet pas d'avoir une vraie vision du potentiel de développement de l'entreprise. Le sous-financement, très souvent, nos entreprises ne prennent pas en compte les besoins en fonds de roulement. Et comme vous l'avez rappelé, ces besoins en fonds de roulement sont chez nous plus importants que dans l'Hexagone, dans la mesure où nous avons des problématiques de stock qui sont plus importants, des problématiques de délai de règlement client qui sont liées en grande partie au retard de paiement des collectivités. C'est un cercle infernal. Et donc, c'est un point qui pose souvent problème en cas de demande de financement. Nous avons l'insuffisance de fonds propres, on y reviendra tout à l'heure. Et en fait, je disais, le porteur de projet, parce que tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise et il faut arrêter de faire croire que tout le monde peut être créateur d'entreprise à vocation de développement. Et donc, certains projets qui peuvent paraître viables peuvent être refusés en raison de la nature du porteur de projet et de son absence de capacité managériale. Quelles sont les solutions à mettre en œuvre? Je dirais rapidement, s'agissant du BTP, je passerai très rapidement, puisqu'on a déjà annoncé, on a un problème lié à la commande publique. Depuis que la défiscalisation de logement libre a disparu, le secteur du BTP est quasi exclusivement dépendant de la commande publique. Et les délais de règlement des collectivités pèsent de façon dramatique sur la trésorerie des acteurs du secteur. J'ai cru comprendre que certaines réflexions étaient en cours et qu'elles devraient aboutir. Souhaitons que rapidement les entreprises arrêtent d'être les banquiers des collectivités et que la BPI ou autre organisme financier d'État accepte de faire du rachat de créances sur les collectivités et un rachat de créances sans recours, un rachat définitif. S'agissant du secteur du BTP, il faut aussi insister sur la baisse des commandes qui est liée aux contraintes budgétaires et la nécessité pour nos entreprises d'avoir plus de visibilité. Donc à l'instar de ce qui s'est passé à La Réunion, nous souhaitons que soit mis en place dans nos territoires un haut conseil de la commande publique qui permettra de réunir l'ensemble des acteurs, commanditaires, attributaires et financeurs. Et ce sera un lieu de centralisation des informations et de diffusion des désinformations. Pour le secteur du tourisme et de la restauration, les difficultés, on les connaît, les causes des difficultés, on les connaît. Nous avons un modèle économique qui n'est pas adapté à celui de notre environnement immédiat, c'est plus sur ce domaine quand on parle de la Martinique et de la Guadeloupe. Et donc il y a deux axes sur lesquels il faut impérativement travailler. La réduction du coût du travail, vous l'avez rappelé, M. Desjardins, il y a un certain nombre d'exonérations de charges. Elles sont pour l'instant, pour le secteur du tourisme, insuffisantes. Il faudrait arriver à ce CICE majoré. Alors, certains réclament 18%, on se contenterait peut-être de 15%, sachant que la promesse qui nous avait été faite d'arriver entre les exonérations de charges et le CICE à 12%, on attend toujours, puisque les modalités pratiques de mise en œuvre de cet abattement de charges supplémentaires ne sont toujours pas connues à ce jour. Le deuxième axe sur lequel il faut impérativement travailler en matière de tourisme et d'hôtellerie et de restauration, c'est la modernisation. Or, il se trouve que
grand nombre d'acteurs de ce secteur ne peuvent pas bénéficier des fonds européens qui permettraient d'accompagner la montée en gamme et la rénovation de leur parc, puisqu'ils ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Il nous avait été annoncé lors du passage du président de la République à la Martinique la mise en place d'un financement long terme via l'AFD, financement qui permettait à la fois d'apurer le passif social, et je dis bien d'apurer et non pas d'effacer le passif social, parce qu'il est hors de question que l'on fasse des demandes en vue d'un effacement total des dettes, mais simplement permettre aux entreprises, sur la durée, de payer leur dette sociale, dès lors que le modèle économique serait modifié, avec une réduction du coût du travail. Cette promesse d'avoir un financement AFD long terme, on l'a entendu en 2015, elle n'est à ce jour toujours pas mise en œuvre. L'insuffisance des fonds propres, qui est un vrai problème pour les entreprises et singulièrement pour le TPE ultramarine, nécessite, de mon point de vue sur nos territoires, le développement, la mise en place d'une structure de capital risque et de capital développement dynamique. Il est urgent que nos élus comprennent que cet outil n'est pas un outil politique, mais un outil de développement économique. Cet outil qui devrait intervenir à la fois en amorçage-création, et là ce serait essentiellement avec des fonds publics, mais aussi en développement-transmission, et là on pourrait imaginer un mix acteurs publics et acteurs privés, permettant aux entreprises en développement de passer du statut de TPE à celui de PME. Je citerai rapidement le crowdfunding, le financement participatif et le FIPDOM, sous réserve que ce dernier soit étendu à l'ensemble des contribuables français, puisqu'aujourd'hui nous avons un instrument qui n'est pas très pertinent et performant en tous les cas dans nos territoires, puisqu'il est limité il est ouvert uniquement aux contribuables ultramarins. Et si on veut avoir une base de collecte suffisamment large, il faut l'ouvrir à l'ensemble des contribuables français et aussi en élargir le champ d'utilisation, puisqu'aujourd'hui ça reste limité aux secteurs qui sont eux-mêmes éligibles à la défiscalisation, et on sait que les activités doivent être créées ailleurs. Je peux terminer simplement les collectivités régionales à revoir peut-être le sens de traitement des dossiers en profitant de l'instruction préalable par les services des établissements financiers qui ont une expertise dont ne disposent pas toujours les services instructeurs des collectivités. Ça permettrait de gagner du temps et de s'assurer par ailleurs que la problématique du financement du besoin en fonds de roulement est bien appréhendée. Souvent nous avons des investissements qui sont financés via des subventions et la problématique du BFR n'est pas prise en compte. L'accompagnement de la structuration organisationnelle, comptable et financière des TPE, c'est un axe de développement. Certaines structures comme la FTPE se sont lancées dans cette activité et ils le font très bien. Enfin, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que la problématique du financement de l'investissement et de l'exploitation ne repose pas que sur la seule bonne volonté ou application des banques, ni celle des pouvoirs publics et politiques, mais aussi sur notre capacité d'entrepreneur à convaincre à partir de documents fiables et incontestables. Soyez persuadés que l'interpellation que l'on vous fait est à la hauteur des espérances que l'on fonde et que l'on nourrit sur le rôle de la BPI. Et je suis sûr que dans 10 ans, ce problème ne se posera peut-être plus, tout le monde sera installé bien, les relations se seront. Mais voilà, je maintiens que vous êtes parfois un peu discret, un peu trop. Il faut peut-être aussi, je l'ai dit à l'AFD, je l'ai dit dans d'autres organisations, peut-être qu'on mixe un peu les choses avec nos entreprises, nos organisations. Moi j'incite les présidents qui sont ici, des MEDEF, des MPI, etc., à inviter les gens de l'AFD dans vos comités, dans vos conseils de direction, invitez les gens de la BPI à venir travailler. J'ai apprécié que vous soyez là dans notre séminaire. C'était une première fois que je voyais effectivement un représentant de la BPI discuter avec les chefs d'entreprise de nos projets. Je crois que comme ça, on lèvera peut-être beaucoup.